Les plus longs colliers royaux jamais portés. Et si le collier le plus dingue de l'histoire royale n'était pas caché dans un coffre-fort, mais abandonné chez un simple brocanteur dans une ruelle de Londres? C'est précisément là que se termine l'histoire du collier de Patiala. Et c'est presque aussi incroyable que son tout début. En 1925, le Maharaja de Patiala débarque chez Cartier avec des malles entières de pierres précieuses et donne un seul ordre: créer un chef-d'œuvre digne d'un roi. Le bijou livré en 1928 reste la plus grande commande jamais réalisée par Cartier. 5 chaînes en platine, un collier ras du cou, 2930 diamants, 7 gemmes énormes pesant entre 18 et 73 carats, et tout au centre brillait le diamant jaune de Beers, le 7e plus grand diamant de l'époque, pesant 234,65 carats, soit environ la taille d'une balle de golf. Le poids total en diamant frôlait les 1000 carats. Le Maharaja le portait lors des grandes cérémonies, avant sa mort en 1938. Son fils en hérite, puis en 1948, le bijou disparaît du trésor sans laisser de traces. Les rumeurs parlent d'une vente discrète après l'indépendance de l'Inde, qui a ruiné les cours princières. Trop embarrassant à avouer, et bien trop complexe à expliquer. En 1982, le diamant de Beers réapparaît lors d'une enchère à Genève. Regardez bien ce qui se passe en 1998, quand un expert Cartier retrouve la base vide à Londres. Totalement dépouillée, chaque pierre précieuse avait disparu. Cartier l'a racheté, passant 4 ans à le restaurer, avec des répliques en oxyde de zirconium pour l'exposer. Le plus grand collier royal n'est plus qu'un fantôme. Ces vrais diamants dorment dans des collections privées impossibles à identifier. Si ce collier s'est volatilisé dans le mystère, notre prochain bijou a survécu à bien pire, une révolution. Le collier Anglesey compte environ 300 carats de diamants anciens taille brillant, répartis sur 3 rangs avec des pompons en diamant à chaque extrémité. Ces pierres proviendraient des célèbres mines de Golconde en Inde, la même source que le diamant Hope. Selon les experts de Sotheby's, ce collier a forcément été conçu pour un membre d'une famille royale ou de la haute noblesse, à la cour de France ou d'Angleterre juste avant la Révolution française. C'est là que l'histoire devient hyper sombre. Accrochez-vous bien. Certains de ces diamants seraient liés à la fameuse affaire du collier de la reine, ce scandale de 1785 où une comtesse a imité la signature de Marie-Antoinette pour s'offrir un bijou hors de prix de façon totalement illégale. La reine, accusée à tort, a vu sa réputation détruite. Un scandale historique qui a contribué à déclencher la Révolution française. Comment ces joyaux ont survécu à la terreur pour atterrir chez de riches aristocrates anglais? Les marquis d'Anglesey restent un mystère total, pas vrai? Accrochez-vous, on va découvrir l'histoire du collier porté par la marquise d'Anglesey, Marjorie Paget, lors du couronnement du roi George VI en 1937, associé au célèbre diadème en diamant d'Anglesey. Sa belle-fille l'a ensuite arboré à son tour pour le couronnement de la reine Elisabeth II en 1953. 2 couronnements britanniques, un collier et peut-être des diamants mêlés à un énorme scandale royal français. En novembre 2024, Sotheby's Genève l'a vendu pour 4 800 000 $, acheté par un enchérisseur anonyme au téléphone. Si ce collier d'Anglesey porte le poids d'une réputation de femme brisée, notre prochain bijou a été conçu pour afficher quelque chose de bien plus calculé, l'obsession d'une mondaine pour ne jamais se faire éclipser. Le collier feston de Gréville n'est pas un seul bijou, mais 2, et ce détail vous révèle la folie de la femme qui l'a commandé. Dame Margaret Gréville, fille illégitime d'un magnat de la bière, était la plus influente maîtresse de maison de l'époque édouardienne, recevant même des rois à sa table. En 1929, elle commande à Cartier un collier feston de diamants à 2 rangs, monté sur platine avec ses propres pierres précieuses. Pour le commun des mortels, cela aurait suffi. Mais pas pour Madame Greville. En 1938, elle retourne chez Cartier avec un plan. Elle fait agrandir le premier collier et commande en même temps un autre bijou à 3 rangs, conçu pour s'emboîter parfaitement à l'intérieur du premier, de sorte que les deux puissent s'assembler en un incroyable plastron de diamants à 5 rangs. Dans son livre, Hugh Roberts décrit ce chef-d'œuvre comme une création aussi riche que celle de Cartier pour les Maharajas indiens. À sa mort sans enfant en 1942, Margaret Greville lègue toute sa collection de bijoux à la reine-mère, Elisabeth. La reine-mère a porté la version complète à 5 rangs pour la visite d'État néerlandaise en 1950, puis française en 1960. Plus tard, elle trouvait que 3 rangs suffisaient largement pour faire sensation, le portant pour un concert lors de son 101e anniversaire, en août 2001, seulement quelques mois avant sa mort. La reine Elisabeth II en hérite en 2002 et le prête à Camilla, alors duchesse de Cornouailles, qui a inauguré les 5 rangs au banquet du Commonwealth en Ouganda en 2007, associé au diadème de Gréville. Regardez bien, ce plastron de diamants est passé entre les mains de 4 générations de femmes royales, et pas une seule pierre n'a été perdue.
Sachez-le, tous les colliers royaux légendaires ne sont pas nés à Paris. Certains découlent d'actes diplomatiques si extravagants qu'il était impossible de les refuser. En mai 1967, le roi Faisal d'Arabie Saoudite arrive à Londres et offre à la reine Elisabeth II un somptueux collier signé Harry Winston, acheté peu de temps avant. Le collier du roi Faisal. C'est du très grand Harry Winston conçu au début des années 50. Une monture en platine de 300 diamants pour plus de 80 carats. 3 rangs de diamants, des baguettes, des brillants. Avouez que c'est un pur chef-d'œuvre. Et une 3e rangée de boucles de diamants entrelacées, le tout se terminant par 11 magnifiques pendentifs en poire sous la clavicule. Accrochez-vous, la reine l'a fièrement arboré au grand banquet du Clary Jazz. Et lors de sa visite d'État en Arabie Saoudite en 1979, elle a reporté ce cadeau royal sur la terre du roi. Un geste d'une élégance diplomatique absolue. En 1983, Diana le portait à Sydney pour un bal, associé aux boucles d'oreilles en perles de Collingwood. Des décennies plus tard, la duchesse d'Édimbourg le portait au gala du grand-duc héritier du Luxembourg. C'est aujourd'hui l'une des plus belles créations Harry Winston hors d'un musée, et une merveille invisible en public depuis des années. Si le collier Faisal misait sur des boucles et des tailles mixtes, le cadeau diplomatique suivant a résolu un véritable casse-tête, qu'aucun joaillier n'avait pourtant prévu de résoudre. Le collier du roi Khalid fut offert par ce dernier durant la tournée du Golfe de 1979. Un autre joyau Harry Winston, orné de 20 diamants poires rayonnant comme des éclats de soleil depuis sa bande centrale. Épuré, géométrique et absolument unique. Diana l'a arboré au Barbican Centre en mars 1982, très enceinte du prince William, combinant ses diamants éclatants avec une somptueuse robe de maternité rouge pour un moment de mode inoubliable. Mais prêtez bien attention à ce détail qui rend ce collier unique. Il s'accorde presque parfaitement avec le diadème des Girls of Great Britain. Bien que créé à un siècle d'écart par des joailliers différents sur des continents opposés, les pointes géométriques du diadème et les franges rayonnantes du collier se répondent si précisément qu'on croirait une parure conçue ensemble dès le départ. Pourtant non. La reine porta ce duo à Singapour en 1989, puis de nouveau à la réception diplomatique de 2018, prouvant que certaines alliances sont simplement écrites dans la géométrie du grand art. Vous l'avez remarqué, certains colliers s'aiment en toute discrétion, se transmettant sur 3 générations sans jamais faire la une des journaux. Le collier du roi Fahd est précisément de cela, arboré par la reine Elisabeth II en mars 1987, lors du banquet d'honneur du roi Fahd d'Arabie Saoudite. Ce collier de diamants style lustre déploie des cascades étincelantes, se terminant en pendentif poire, accompagné de boucles d'oreilles assorties qui imitent sa structure. La reine l'a arboré au Royal Variety Performance en 2005, avant de le prêter régulièrement à la duchesse d'Édimbourg, qui l'a porté au banquet d'État américain en 2019, puis sous le nouveau règne pour le banquet en l'honneur de l'empereur du Japon. Mais si vous pensiez que l'histoire s'arrêtait là, restez avec moi. Observez la réception diplomatique de 2019 à Buckingham Palace. Catherine y portait le diadème Lover's Knot et le collier Nizam of Hyderabad, mais elle portait les boucles d'oreilles du roi Fahd. Accrochez-vous, on va suivre le voyage d'un trésor saoudien à travers 3 générations. Mais s'il y a un collier qui a complètement redéfini le concept de cadeau diplomatique entre les mains d'une princesse, c'est la parure de saphir du prince héritier Fahd. En 1981, le prince héritier Fahd d'Arabie Saoudite offre un cadeau de mariage à Lady Diana Spencer. Il arrive dans un somptueux coffret de malachite et d'or. À l'intérieur se cache une parure d'asprès, comprenant un collier de diamants orné d'un immense saphir de Birmanie entouré d'une frange de diamants étincelants, avec boucles d'oreilles, bagues, bracelets et montres assorties. En l'ouvrant, Diana, alors âgée de 19 ans, se serait écriée « Mon Dieu, et je ne connais même pas cet homme ». Elle l'a pourtant vite adoré. Ses pierres d'un bleu profond s'accordaient magnifiquement avec sa bague de fiançailles, et elle a porté cette parure en Australie, au Canada et partout dans le monde. Mais Diana ne se contentait jamais de porter ses bijoux tels quels. Elle détachait le saphir du collier pour le remplacer par la broche des plumes du prince de Galles, créant ainsi une pièce totalement unique. Elle a même fait retirer le cadran de la montre pour y mettre le saphir de sa bague, le transformant en un nouveau bracelet. Une seule et unique parure, réinventée sans cesse selon ses propres désirs. Pendant que Diana réinventait ses saphirs avec un instinct de styliste, regardez bien ce prochain collier, car il va repousser les limites même de la joaillerie royale. Camilla le reçoit en 2006 lors d'un voyage en Arabie Saoudite. Les observateurs royaux lui ont donné un surnom très évocateur, le plastron de rubis. Il se compose de 37 rubis figés dans une structure géométrique de diamants,
qui recouvre entièrement le décolleté, de la clavicule jusqu'à la poitrine. La pièce ne retombe pas, elle ne bouge pas. C'est une véritable armure de cérémonie forgée de pierres précieuses. Camilla l'a portée une fois pour un concert à Philadelphie en 2007 et il n'est plus jamais réapparu en public depuis. Puis en 2013, le roi Abdallah lui offre un second collier de rubis, un plastron complexe à plusieurs rangs de rubis poires montés sur des diamants, qui vient habiller le cou comme une lourde guirlande étincelante. Vous et moi voyons que celui-ci est bien différent du premier, si rigide. Cette seconde pièce s'avère bien plus souple et florale. Le nombre de carats reste tout aussi impressionnant. Côte à côte, ces deux colliers de rubis saoudiens incarnent parfaitement la démesure absolue. Camilla porte l'un ou l'autre sans jamais se faire éclipser. Un véritable exploit de prestance royale dont on ne parle presque jamais. Et enfin, voici une pièce qui redéfinit totalement la démesure, non par ses carats, mais par son histoire. Ce collier de perles à 6 rangs du Qatar fut offert à Elisabeth II par l'émir du Qatar durant sa tournée du Golfe de 1979. Il compte 6 rangs de perles reliés par des barrettes de diamants. Pas un rang, pas 3, mais bien 6 rangs entiers. Une pièce si imposante que la reine ne la portait jamais à la légère, la réservant pour des événements diplomatiques majeurs, comme le Gala du Qatar en 1979 ou à Windsor en 2010. Un destin royal d'exception que vous et moi venons de découvrir. Regardez bien ce diadème Vladimir aux perles pendantes porté à chaque fois. Un bijou bien trop grandiose pour être porté lors de simples occasions ordinaires, réservé aux salons qui en sont vraiment dignes. C'est la meilleure définition pour désigner ces colliers royaux hors du commun. Une architecture, pas une décoration, portée par des femmes d'influence, de quoi nous fasciner. Ces colliers ne décoraient pas seulement les coups, ils trônaient au centre de l'histoire. Si vous aimez ce genre de récit, vous savez quoi faire. Aimez, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour la suite.